Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 35 ans et lorsque j'étais enfant, j'ai été victime d'inceste. Bonjour Caroline, je suis gendarme. Je te rencontre aujourd'hui en entretien. Mon travail, c'est de parler aux enfants des choses qui leur sont arrivées. Alors regarde, nous avons une caméra, un micro. Ils vont enregistrer notre discussion pour que je me rappelle tout ce que tu me dis. Alors Caroline, si tu es prête, on peut commencer. Parle-moi de ce qui s'est passé. Durant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 9 ans, mon père m'a fait subir des attouchements sexuels. Saviez-vous qu'il n'avait pas le droit? Non, je ne savais pas. Même si je sentais très bien que quelque chose clochait. Je croyais que c'était sa façon de m'aimer, sa façon de m'accorder de l'attention. C'est pour ça que je disais rien et c'est pour ça que je ne disais pas non. Sauf une fois. C'était la dernière fois. Ce jour-là, je lui ai dit non papa, je veux pas, j'aime pas. Et il m'a répondu mais pourquoi t'aimes pas ça? Tu devrais aimer ça, toutes les femmes aiment ça. Et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, je lui ai dit je suis pas une femme, je suis une fille. Et il a arrêté. Pendant des années, je m'en suis voulu parce que je me suis dit que si j'avais dit non avant, alors ça n'aurait pas duré tout ce temps. Et avec le temps, en grandissant, j'ai compris que en réalité, ce n'était pas à moi de dire non. Parce que l'inceste, c'est non quoi qu'il arrive. Ce n'est pas à l'enfant de dire ça. Et l'inceste, c'est la responsabilité de l'adulte. Un point, c'est tout. L'enfant est toujours victime, l'adulte est toujours responsable. L'inceste vous définit? Pendant des années, j'ai cru, oui, que ça me définissait. Je croyais que pour mieux me présenter, il fallait que je raconte ce que j'avais vécu. Et puis avec le temps, j'ai compris que j'avais beaucoup d'autres jolies choses à raconter sur moi. L'inceste fera toujours partie de mon histoire, c'est certain, mais non, il ne me définit pas. Parlez-moi de votre parcours judiciaire. Alors j'ai effectivement eu la chance de bénéficier d'un parcours judiciaire et d'un parcours judiciaire qui a abouti. Quand j'en ai parlé à ma mère, il a été rapidement question d'aller à la gendarmerie pour déposer plainte. À l'époque, on m'a dit si on fait ça, peut-être que tu ne reverras jamais ton papa. Donc je prenais toute la mesure de la responsabilité d'une telle plainte. Le parcours judiciaire, c'est un parcours qui est long. Mais je suis convaincue que si chaque maillon de la chaîne permet au dossier d'aller jusqu'au jugement, alors ça peut changer toute une vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Grosso modo, le parcours judiciaire, il commence par un dépôt de plainte. Ensuite, il y a une instruction qui est éventuellement lancée. Moi, à la suite de ça, j'ai eu un rendez-vous avec un médecin légiste, qui était en l'occurrence une gynécologue. J'ai eu des rendez-vous avec des experts psychiatres. C'était ponctué par des rendez-vous avec mon avocat jusqu'au jugement. Comment on vit après l'inceste? Je pense qu'on vit une vie presque normale. En prenant le temps de se reconstruire, moi je suis convaincue qu'on peut vraiment être heureux et trouver sa place. Pour ma part, j'ai été juriste, je suis comédienne, j'écris, je prépare la réalisation d'un film et je suis extrêmement heureuse d'avoir la possibilité de faire tout ça parce que je pense que tous ces métiers justement permettent de parler de sujets importants comme celui-ci. Quel impact sur la vie intime? C'est une bonne question. Je ne ferai pas de réponse généraliste parce que la vie intime, elle dépend de chacun. Qu'on ait vécu l'inceste ou pas, on est tous différents là-dessus. Pour ma part, la vie intime après l'inceste, elle a été possible parce qu'avec les années, j'ai appris à dissocier ce que j'avais subi étant enfant de ce que je choisissais dans ma vie sexuelle. J'ai appris à me connaître, à connaître mon corps, à savoir ce qui me faisait plaisir. J'ai appris à dire non quand j'en avais pas envie. J'ai aussi appris à dire non à certains gestes pendant l'acte, des gestes qui pouvaient me ramener à un mauvais souvenir. Voilà, j'ai compris que l'amour, c'était bien plus que cet acte sexuel. En revanche, je pense que tout ça, c'est possible si on a la chance d'avoir un partenaire bienveillant, qui soit au courant et qui soit à l'écoute. Que faudrait-il dire aux victimes qui n'ont pas encore parlé? Je voudrais leur dire qu'elles sont admirables. Que le courage, elles l'ont déjà en elles, parce que survivre à ça, c'est énorme. Je voudrais leur dire qu'il est important d'en parler. En parler pour soi,
pour se reconstruire, et aussi en parler pour les autres, pour aider d'autres éventuelles victimes à ne pas vivre la même chose. Je voudrais leur dire qu'elles n'ont pas à être seules et qu'elles peuvent être protégées. Pourquoi ne rien dire pendant si longtemps? Parce qu'au début, j'étais trop petite. Déjà, je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, je n'étais pas en mesure de le verbaliser. Et puis, en grandissant, mon père m'a dit cette phrase. Il m'a dit, si tu racontes ce qu'on fait, les juges vont nous séparer. Donc moi, je n'ai rien dit parce que pendant longtemps, j'ai cru que j'allais finir en prison. Je n'ai rien dit parce que je me suis dit que si ma mère se rendait compte que je lui avais menti pendant des années, alors elle m'aimerait plus. Je n'ai rien dit parce que je croyais que j'étais responsable. Quel a été votre déclic? Le déclic, il s'est fait grâce à deux éléments. La première chose, j'avais 7-8 ans et ma mère regardait à la télévision des reconstitutions de procès. J'étais assise à côté d'elle et j'ai réentendu ce mot que mon père avait prononcé, j'ai réentendu le mot de juge. Et cette conversation m'est revenue. Et alors je me suis mise à poser tout plein de questions à ma mère sur les juges, les avocats, sur le tribunal, sur la prison. Dans le même temps, à l'époque, les hommes de notre entourage qui étaient présents m'ont permis de me rendre compte que finalement, si intimité il y avait entre un homme et une femme, c'était entre un homme et une femme, et pas entre un homme et une enfant. Je voyais bien que les hommes de notre entourage n'avaient pas ces gestes-là avec moi. Un soir, j'ai voulu en parler à ma mère. Je lui ai demandé d'éteindre la lumière parce que je voulais pas qu'elle me voie. Je voulais pas qu'elle voie mon visage parce que j'avais honte. Et je lui ai dit cette phrase que je trouve un peu improbable aujourd'hui. Je lui ai dit, papa et moi, on a fait une bêtise. Ce soir-là, j'ai eu l'impression que j'avouais ce qu'il s'était passé. Aujourd'hui, je préfère dire le mot révélé. Parce que avouer, c'est pour la personne qui est responsable. C'était pour mon père. On entend souvent cette phrase, c'est notre petit secret. Qu'est-ce que cela vous évoque? Que, quel que soit ce secret, si quelqu'un vous demande de mentir et que cette chose vous ronge et vous fait mal, alors c'est qu'il y a un problème. Et si ça vous ronge, ça veut dire que ce secret vous concerne directement. Si vous êtes victime de violence, la seule chose à faire, c'est d'en parler, de ne surtout pas rester avec ce secret. Parce qu'en parler, ça donne la possibilité aux autres de vous protéger. Quelle était votre relation avec lui avant les faits? J'ai pas tellement de souvenirs de ma relation avec lui avant les faits parce que je n'ai pas de souvenirs de mon père sans ça. J'ai eu des bons souvenirs avec lui. Il m'a appris à faire du vélo sans les petits trous. Il m'avait appris à pêcher. J'aimais bien quand il jouait de l'accordéon. Mais dans une même journée, il pouvait y avoir toutes ces belles choses et l'inceste. Et j'avais appris à repérer le point de bascule avant que ça n'arrive. Comment a-t-il réagi au moment de la révélation? Il a nié. Il a dit que j'inventais tout, que je mentais, que ma mère me demandait de raconter toutes ces choses. Bon, malgré ça, il a été condamné. Il a fait de la prison. Des années plus tard, après sa peine, à 18 ans, j'ai décidé d'aller le confronter. Ça lui a donné une autre occasion de réagir. Et dans une même conversation, il a été en mesure d'être absolument dans le déni en disant que de toute façon, s'il n'avait eu que cette peine, alors c'est que les juges n'étaient pas convaincus de sa culpabilité. Et en même temps de dire, d'essayer d'expliquer les raisons de son acte. C'était paradoxal. Comment a réagi votre entourage quand vous en avez parlé? Mon entourage le plus proche, qui était un entourage restreint, a très bien réagi. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand respect de ma parole, on ne m'a pas remise en question. Il y a eu beaucoup de tendresse aussi, voilà, et de bienveillance. En revanche, une partie plus éloignée de la famille a pu dire des phrases du genre « on ne dit pas ça de son père ». Bon, moi j'ai envie de dire « on ne fait pas ça à son enfant ». Voilà.
Est-ce que quelqu'un aurait pu se rendre compte qu'il se passait quelque chose? Non, je pense pas. Mon père était alcoolique, ça c'était plutôt notoire. Mais est-ce que quelqu'un qui est alcoolique touche forcément des enfants? Pas nécessairement en fait. Non, et puis il était intelligent, il était discret, donc ça passait plutôt inaperçu. Votre comportement ou le sien a-t-il changé au moment où ça se produisait? Non, pas tellement, il était toujours lui, j'étais toujours moi. Lui était souvent alcoolisé, mais pas systématiquement. En revanche, me concernant, je dirais que je suis toujours assez bavarde et que quand ça avait lieu, je ne disais plus rien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc je me figeais, je me taisais. Y a-t-il eu des conséquences physiques? Non, pas de bleu, pas de plaie, rien de visible à l'œil nu, mais l'aspect psychologique a toujours un impact sur le corps. Pour ma part, j'ai eu des problèmes gynécologiques pendant des années. J'ai eu des soucis d'infertilité. Alors de là à mettre ça sur le compte de l'inceste, on ne saura jamais. Mais ce que je sais et ce que je vois, c'est que cette zone de mon corps a été un terrain de souffrance toute ma vie. Donc je fais forcément le lien, oui. Et en termes de conséquences psychologiques? J'ai eu très longtemps, et même jusqu'à l'âge adulte, peur du noir. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars récurrents, des paralysies du sommeil, des crises d'angoisse. Au niveau relationnel, je suis très mal à l'aise si je me situe dans un espace où il y a beaucoup de monde, et notamment si ces gens ont bu. Je fais face à une anxiété sociale que j'ai essayé de masquer pendant des années, et finalement j'ai décidé de l'accepter et d'apprendre à la gérer. De manière générale, je ne m'impose jamais rien qui me soit désagréable. Donc il peut m'arriver de refuser des choses qui relèvent de la vie sociale normale. Si les gens ne le comprennent pas, ma foi, je suis bien obligée de me respecter. Et de manière générale, je pense que mes amis le comprennent, et même pour ce que je suis. Et je crois que c'est un peu le principe. Normalement, on est supposé être aimé pour ce qu'on est. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer? Je voudrais que ce soit plus un tabou. Je pense que ça l'est un peu moins, mais je pense que ça l'est encore. Dire à un enfant, ton corps t'appartient, tu peux dire non, c'est très bien, c'est nécessaire, mais je pense que c'est insuffisant. Ça ne nomme pas l'inceste et ça ne l'explique pas. Moi, j'aurais aimé connaître le mot inceste. J'aurais aimé savoir que l'inceste, ça veut dire que même si on ne dit pas non, on n'est pas responsable, que c'est l'adulte qui est responsable. J'aurais voulu ça. Qu'est-ce qui vous a aidé ou aurait pu vous aider lors de la révélation? Ce qui m'a aidée, ça a été de pouvoir l'annoncer à ma façon, que ma mère éteigne la lumière et qu'elle ne voit pas mon visage. Ce qui m'a aidée, ça a été d'avoir été crue tout de suite. Et ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'avoir été prise dans les bras et d'avoir entendu que j'étais aimée très fort. Quel message aimeriez-vous faire passer aux anciennes victimes? Aux adultes anciennes victimes, je voudrais leur dire qu'elles ne sont pas seules. Et que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de se mettre à parler. Je voudrais leur dire que la force, ce n'est pas de ne s'être jamais écroulé. La force, c'est justement de s'être déjà écroulé, d'avoir réussi à se relever. Et je voudrais leur dire qu'elles en sont capables. Qu'elles sont capables de parler. Et que si elles font ça, alors on pourra vraiment les aider. Et éventuellement aussi concourir à ce que cette parole, elle se libère de plus en plus et éviter à d'autres personnes de vivre ça pendant des années. Que dire aux enfants qui vivent seuls? Je voudrais leur dire que parfois, quand un adulte fait ça, on peut ressentir deux choses très différentes pour cette personne. Parce qu'on la connaît, cette personne, on peut à la fois l'aimer et en même temps on peut en avoir peur. Et qu'ils ont le droit de ressentir ces deux choses-là. Ça peut paraître étrange, mais ils ont le droit d'aimer ce parent. Par contre, je voudrais leur dire que ce qui est extrêmement important, c'est que cet amour ne doit jamais les empêcher de parler. Cet amour ne doit jamais les forcer à avoir peur. Et que parfois, se mettre à parler, ça peut sous-entendre de ne plus voir ce parent. Et que c'est quelque chose de difficile, parce que ce sont des enfants qui souvent aiment leurs parents. Mais qu'être protégé, c'est plus important. Et donc qu'avec le temps, il y aura sans doute un vide dans le cœur de plus voir ce parent, mais qu'avec le temps, ce vide fera moins mal
Et qu'avec les années, sans doute, ils auront la possibilité de découvrir qu'on peut le remplir de plein d'autres belles choses, de belles rencontres, de beaux souvenirs. Je voudrais leur dire qu'en parler, c'est extrêmement courageux et que c'est la seule chose à faire. Que voulez-vous dire aux agresseurs? Ah. Est-ce que les mots peuvent servir là où la morale et l'empathie n'ont pas suffi? J'ai pas du tout envie d'être dans le jugement dans ma réponse. Je voudrais leur dire que s'ils ressentent des désirs interdits, parce qu'il y a des désirs interdits, il faut le dire ça. Je voudrais leur dire qu'il y a des professionnels de santé, il y a des numéros nationaux qui sont prévus pour ça. Qu'avec ces professionnels-là, ils pourront apprendre à définir les interdits, à comprendre ce qu'ils font ou ce qu'ils ont envie de faire, à détecter les situations à risque et à les éviter, à éviter de commencer ou de recommencer à détruire des vies. Que faire pour éviter que cela n'arrive? Je ne sais pas si on peut éviter que cela n'arrive. En revanche, si on en fait un sujet dont on peut parler très librement, si on apprend aux enfants à définir ce que c'est que l'inceste, alors je pense qu'on peut faire gagner un temps infini aux victimes. Vraiment. Parce que ça va leur permettre d'identifier beaucoup plus rapidement ce qu'elles vivent. Ça va sans doute leur permettre de parler un peu plus tôt et d'éviter que ces violences ne durent des années et que ces violences ne se transforment en secrets qui pèsent sur des familles entières pendant des décennies, voire sur des générations. Parce que c'est ça aussi. Je pense que ça doit être l'affaire de tous. Et pas seulement de ceux qui y sont confrontés. Vous n'êtes pas à l'abri, les gens ne sont pas à l'abri qu'un jour un enfant vous choisisse vous pour vous raconter ce qu'il vit. Et à ce moment-là, si on ne s'intéresse pas à ce sujet, on n'est pas prêt à accueillir une telle parole. Parce qu'il faut être préparé. Parce que la façon dont on va écouter cet enfant peut changer l'ensemble de son avenir. Est-ce que ça a changé votre vision du père? Non, parce que c'était déjà ma vision du père, vu que je ne connaissais que ça. En revanche, ma vision du père, elle a changé après. Dans ma vie, grâce à mon beau-père, grâce à mon compagnon qui a lui-même des enfants, j'ai pu redéfinir l'image d'un père et j'irai même plus loin, d'un homme qui n'est pas violent. Est-ce que vous avez une hypervigilance? Oui, j'ai toujours du mal à positionner la frontière entre un câlin, une tendresse normale et un geste incestueux. Ça me met mal à l'aise. Mais au fur et à mesure, j'apprends à me réconcilier avec cette notion de tendresse entre un papa et ses enfants. Et je me sens très chanceuse d'avoir l'occasion de pouvoir l'observer et de pouvoir le connaître. Et je trouve que c'est très beau. Et si vous aviez un mot de la fin? J'ai parlé de mon père parce que c'était mon père, mais il n'y a pas que les papas qui peuvent faire ça. Ça peut être aussi une maman, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, un frère, une sœur. Je voudrais dire que ces gestes-là, aussi discrets soient-ils, sont interdits. Et il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petite violence. Que ça se soit passé hier, la semaine dernière, il y a quelques mois ou plusieurs années, parlez-en. Ne restez pas avec ça. C'est le point de départ pour se reconstruire. Vous en avez le droit et vous avez le droit d'être heureux. Caroline, je te remercie de m'avoir expliqué ce qui s'est passé. Je te félicite pour ton courage. L'entretien est maintenant terminé. Merci d'avoir été si courageuse. Merci d'être heureuse.